Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas rouler, mais je vais répondre à vos questions. Alors, donc j'ai ma petite feuille, j'ai renoté un peu toutes les questions que je reçois assez régulièrement. Donc je les ai tous assemblés et bien entendu, je n'ai pas cité qui m'a posé la question, mais je pense que les personnes concernées se reconnaîtront. Donc voilà, sauf les 3 dernières questions. J'ai des gros pavés, je pense qu'il va Charlie. Donc voilà, mais ça, ce sera à la fin de la vidéo. Donc, première question que je reçois souvent par rapport au précédent vlog que j'ai fait. Quel logiciel utilises-tu pour la facturation? Alors, je vais vite fait résumer. Quand j'ai commencé mon activité, j'ai commencé avec le logiciel Taxilog, qui est plus ou moins assez connu quand même. Et quand j'ai commencé l'activité, quand j'ai demandé à mes collègues sur Bourges, on m'a tous plus ou moins conseillé Taxilog. Avis perso, Taxilog, il est pas mal. Visuellement, il n'est pas forcément très joli. Il y a un fond de couleur bizarre, pixelisé, pour ceux qui s'y connaissent en informatique. Voilà. Après, son utilisation, il n'est pas trop compliqué. Le seul reproche que j'ai eu, c'est que ils m'ont fait un paramétrage de mon logiciel où j'ai perdu pas mal d'argent parce que, pour vous expliquer vite fait, sur les forfaits intramuros, chez nous à 17 € par exemple, et ben, le logiciel appliquait encore en plus une remise sur les forfaits. Alors moi, débutant, je ne savais pas, j'ai laissé faire l'informatique, le logiciel, mieux adapté que moi à mon début. Et quand je me suis aperçu après, en me renseignant auprès de mes collègues qu'il y avait une remise, voilà, je comprenais pas. Je dis non mais Tom, quand il y a un forfait, tu n'appliques pas une remise sur un forfait. Je dis mais c'est pas moi, c'est le logiciel. Bah ton logiciel il est tout fort. Donc voilà. Donc il y a ça, et ensuite le SAV, je trouve qu'ils sont très... Je les ai pas trouvés très agréables au téléphone. Je les trouvais très directifs, très à nous commander, nous parler, voilà. J'ai eu affaire à 2-3 personnes, je crois que c'était les mêmes à chaque fois. Et j'ai pas été très satisfait. Donc voilà. Donc du coup, j'ai arrêté avec eux. Ensuite, j'ai rencontré Léa de chez Soraya Taxi. Je lui ai fait confiance, ça me faisait comprendre qu'il y avait un nouveau logiciel qui sortait. Au moment où j'ai commencé avec eux, c'était un vieux logiciel qui datait de... Voilà. Et je trouvais que ça mettait un peu de temps pour sortir leur nouveau logiciel. Et le logiciel que j'ai utilisé avec eux, c'était un vieux logiciel, pas du tout bien développé, qui manquait plein de trucs. Les impressions, c'était horrible. Je perdais beaucoup de temps dans les impressions. Donc j'ai pas du tout accroché. Et je trouvais que c'était hyper long pour avoir le nouveau logiciel, puis qu'on m'avait promis, je vous dis une bêtise, mois de mars ça va sortir. Arrivé au juin juillet, le logiciel était toujours pas sorti, donc j'ai arrêté. Et du coup, grâce à mon ami Aurélien, Taxi du Nord, qui m'a conseillé le logiciel Tilleul de chez ETIB. C'est un logiciel à mon goût, bien entendu, qui est très bien développé, bien clair. Après, on n'aime pas, mais il y a des couleurs, voilà, c'est extrêmement bien présenté. Et quand on le maîtrise, c'est très facile à s'en servir. Je ferai peut-être des vidéos là-dessus si vous voulez, sur le logiciel, comment il fonctionne, comment on s'en sert. Et voilà, je pourrais vous montrer ça. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise Tilleul de chez ETIB et le lien est dans la description de la vidéo. Deuxième question, pourquoi tu ne mets pas de ceinture? Alors, ça c'est des questions qui fâchent, pas qui fâchent pas, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors, pour le métier de taxi, nous sommes autorisés à ne pas mettre la ceinture. Après, c'est à vos risques et périls. Moi, alors, pourquoi on ne met pas la ceinture? Pourquoi on est autorisé à ne pas mettre la ceinture?
Ça peut pas vous paraître bizarre, mais c'est pour notre sécurité. Alors déjà pour plusieurs choses. Déjà parce qu'on fait que ça de descendre monter de la voiture quand on est en ville. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est pas une raison valable. Certes. Ensuite, c'est pour notre sécurité. S'il y a un client qui est derrière et qui nous prend la ceinture, il peut très bien nous étrangler avec la ceinture. Il y a des choses comme ça. Voilà, il se passe quelque chose de très grave dans la voiture, voilà, une agression ou autre. C'est plus facile à se sortir vite de la voiture qu'à d'être bloqué avec la ceinture ou d'être étranglé avec la ceinture, comme je viens de vous dire précédemment. Donc voilà, c'est notre sécurité, d'accord? Même si ça enlève notre sécurité sur la route. Je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, nous sommes autorisés à ne pas mettre la ceinture. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut la mettre, il la met. S'il ne la met pas, il ne la met pas. Et j'ai déjà été contrôlé par la gendarmerie, la police. Je n'avais pas la ceinture et j'étais autorisé. Mais attention, on est autorisé à ne pas mettre le port de la ceinture quand on est en service. Dès l'instant qu'on est en perso, en famille, tout ce que vous voulez, vous devez mettre la ceinture, bien entendu. Donc voilà. Ensuite, dans ta ville, y a-t-il des Uber? Alors, il faut déjà savoir que Uber, c'est une application. D'accord? Alors, j'avais fait la remarque, mais il avait très bien réagi. Et voilà, c'est tout à fait normal. Hein. Donc, Uber, c'est une application. Et sur Bourges, il n'y a pas... À ma connaissance, on n'est pas très envahi par les VTC, les machins comme ça. Je pense qu'il doit en avoir un ou deux, mais ça reste relativement soft. Mais je sais qu'il y a un ancien chauffeur de taxi qui a arrêté et qui a lancé une petite compagnie comme ça de VTC. Mais pas sûr que ça marche vraiment et j'en entends pas beaucoup parler. Donc voilà. Ensuite, est-ce que ça te dit de faire des tests auto? Bah bien entendu. C'est celui qui me propose d'essayer des voitures ou quoi que ce soit. Je suis preneur, faut pas hésiter à m'en parler, à me contacter. Mais bon, je pense que ça prendra du temps, mais on verra ça. On peut faire des vidéos là-dessus aussi. Essayer des voitures, puis en parler, expliquer si ça peut être adapté ou pas pour le métier de taxi, par exemple. On peut faire des choses comme ça. Moi, je suis preneur. Ensuite, quelle est la vie la plus rentable en tant que chauffeur de taxi? Ça, c'est très compliqué à répondre. Je pense qu'il y a des vies qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Ça, c'est sûr. Je vais comparer, par exemple, entre Orléans et Bourges. Nous, à Bourges, ça reste relativement calme. Alors, je vais parler en tant que taxi, pur taxi. D'accord? Je vais mettre hors dehors du minical. Enfin, le minical, je vais le mettre hors dehors du sujet. Si on parle du pur taxi, on va comparer, par exemple, Orléans-Bourges, la gare d'Orléans et la gare de Bourges. À Bourges, quand on charge, c'est l'expression, quand on charge un client, allez, à 80% du temps, la course, le prix de la course va être entre 10, 15, voire 20 euros de la course. Je dis bien en général, mais c'est plus souvent dans les 10, 15 euros que 20 euros le prix de la course. Et ça, vous pouvez très bien attendre 1 heure pour avoir une course comme celle-ci. À Orléans, je pense que les courses sont beaucoup plus importantes. Le prix de la course beaucoup plus élevé. Et je crois que leurs assistants, quand ils ont des assistants, je crois que les assistants sont beaucoup plus importants aussi. Je dis bien je pense, d'accord, je dis ça par rapport à ce que je vois autour de moi, les photos que je vois avec les collègues taxi, enfin voilà. C'est ce que je peux voir. Après, si on compare par exemple la Côte d'Azur, voilà, tout ce qui est Cannes, Monaco, Nice, toutes ces choses-là, je pense que l'activité est beaucoup plus importante que sur Bourges. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tous les festivités. Il y a ça, il y a le tourisme, tous les hôtels importants qu'il y a là-bas. Enfin voilà, je pense que l'activité est beaucoup plus importante sur les Côtes d'Azur, comme je viens de vous expliquer, que sur nous à Bourges où il y a quasiment rien du tout. Donc voilà. Alors après, quelle est la ville la plus rentable? Je peux pas te dire c'est telle ville, je ne sais pas. Je pense, ouais, c'est plus sur les Côtes d'Azur, je pense que ça doit travailler un peu plus. Mais après, est-ce que je me trompe pas, je ne sais pas. Donc voilà, il faut chercher. Ensuite, quand tu attends un client à l'hôpital, ton compteur reste-t-il allumé en attente? Bien entendu. Alors,
si on part du principe du médical, je prends un client, je sais pas, à Vierzon, je l'emmène à Bourges, je dois l'attendre le temps de sa consultation et je le ramène à Vierzon. Le compteur, lui, tourne toujours en attente. Alors, comme toujours, quand on facture les courses médicaux, c'est pas au prix du compteur, c'est par rapport à ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est via Michelin. Mais bon, le compteur, lui, il tourne quand même en attente. C'est pour signaler qu'on n'a pas le droit de prendre quelqu'un d'autre et qu'on attend. D'accord. Alors après, si c'est la question, s'il y a un point de stationnement de taxi dans un hôpital, bien entendu, le compteur ne tourne pas en attente. Si vous attendez si vous êtes en attente pour charger un nouveau client, le compteur ne va pas tourner, bien entendu. Si vous êtes dans votre ville de stationnement, attention. Donc j'espère que j'ai été à peu près clair. J'ai un peu bafouillé là, je vous l'avouerai. Mais voilà, si vous prenez un client, vous le déposez à l'hôpital et vous devez attendre votre client, votre compteur doit tourner en attente. Ça, c'est obligatoire. Parce que vous êtes en clientèle. Voilà. Quel Peugeot tu as? Alors, j'ai le Peugeot 5008, bon, la dernière version, en version GT, avec 180 chevaux sous le capot, et qui marche pas trop mal. D'accord. Après, avec les options que j'ai pris, il y a les enceintes focales, il y a le toit, pack cuir, pack électrique. Alors, pack électrique cuir, il n'y a que le pack électrique côté chauffeur. Côté passager, c'est tout manuel. J'étais un peu déçu là, de ce côté-là. Après, si j'en suis content, bah, pour ma part, oui. J'ai jamais eu de souci avec. Alors, ce que je reproche le plus souvent, sans arrêt, c'est les histoires de batterie. La batterie ne tient jamais la charge. Ça, c'est... Voilà. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, j'en suis satisfait. Même si je ne pense pas continuer avec Peugeot. Donc, voilà. Ensuite, quand on rachète une licence conventionnée, elle est conventionnée pour le futur acquéreur. Alors, je ne vais pas reprendre des cours, mais... Je prends l'exemple. Donc j'ai ma licence de Bourges qui est conventionnée depuis des années par rapport à aux prédécesseurs. Si le jour où je revends ma licence à quelqu'un, la personne qui va acheter ma licence, la licence sera toujours conventionnée. Mais il faut simplement prévenir la sécurité sociale en disant voilà, je m'appelle Monsieur X, j'ai racheté la licence à Monsieur Tom. La licence numéro 1 tel de Bourges, je suis donc le nouveau propriétaire. Il faudrait donc modifier le nom du propriétaire de la licence pour le conventionnement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est extrêmement simple. Donc il faut appeler la Sécu et la Sécu, eux, vous envoient un contrat qui vous devez compléter le contrat, votre nom, prénom, voilà, votre numéro de licence, enfin pas le numéro de licence, mais votre numéro de carte professionnelle. Et fournir quelques papiers, donc le cabis, le RIB, enfin voilà, les choses basiques en fait. Mais ça va très très vite. Le temps que vous les appeliez, le temps qu'ils vous envoient le contrat et le temps que vous renvoyez le contrat, voilà. Enfin, de toute façon, vous êtes déjà conventionné. C'est juste qu'il faut modifier le nom. Mais vous pouvez, dès le premier jour, vous pouvez déjà faire du médical avec. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous rachetez une licence qui n'est pas conventionnée, là, il faut donc se conventionner. Mais c'est pas plus long qu'une licence qui est déjà conventionnée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-il possible de se lancer dans l'activité sans avoir beaucoup d'argent et ayant déjà un véhicule? Alors, on imagine que vous devez racheter une licence. Donc, déjà, quand il faut racheter une licence, il faut voir avec vos banques, un budget, enfin, le plan prévisionnel, avoir un apport, toutes ces choses-là. Ça, il faut gérer ça. Et est-ce qu'on peut commencer l'activité avec un véhicule qu'on possède déjà? Vous pouvez. Quand j'ai commencé mon activité, à ce moment-là, madame, elle avait l'ancien modèle du 5008. On avait plus ou moins étudié pour que je récupère sa voiture, qui avait à l'époque, je sais plus, 70 ou 80 000 km, mais pas grand-chose, et que je puisse commencer l'activité en n'ayant que comme emprunt mon prêt de licence. Mais bon, la voiture n'était pas beaucoup de chevaux sur le capot, et je me suis dit, ça va pas le faire. Mais vous pouvez bien entendu commencer avec un véhicule d'occasion. Vous pouvez très bien commencer avec un véhicule que vous achetez d'occasion, un véhicule d'occasion que vous possédez déjà. Vous pouvez le faire dès l'instant que votre véhicule passe au contrôle technique tous les ans.
il faut impérativement que votre véhicule passe tous les ans au contrôle technique. Alors, je ne sais pas, je viens de me faire la question tout seul en vous répondant. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, les véhicules passent tous les... Je suis un peu perdu du coup, parce que moi je veux la voiture perso de madame, je m'en occupe pas, mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça doit être tous les 2 ans ou tous les 3 ans, on doit passer nos véhicules au contrôle technique. On imagine, il y a un an, enfin il y a 1 an et demi, vous avez passé votre véhicule d'occasion contrôle technique, vous voulez la récupérer pour faire du taxi avec, vous devez faire le contrôle technique immédiatement, parce que ça aura dépassé les 1 an et demi. Il faut le faire tout de suite. Je pense qu'il faut le faire tout de suite. Donc voilà, mais vous pouvez commencer avec un véhicule d'occasion, n'importe quel véhicule d'occasion, n'importe quel modèle, gros véhicule, petit véhicule, tout ce que vous voulez. Du moment que ça roule, du moment que ça passe au contrôle technique, vous pouvez le faire. Faut-il avoir un apport pour le financement d'une licence? C'est pour ça que j'ai pas trop répondu juste avant, que je savais qu'il y avait la question. Je me rappelais qu'il y avait la question là. Alors, malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut avoir impérativement un apport quand vous commencez une activité, quand vous souhaitez racheter une licence. Les banques, je le répète souvent, les banques ne suivent plus si vous n'avez pas d'apport. Et puis quand ils vous demandent un apport, c'est pas un tout petit apport. En général, c'est presque 20% du prix de la licence. Ça dépend des banques, mais voilà, ça tourne à peu près comme ça. Après, quand j'ai racheté la première licence de bourse, il fallait impérativement que j'aille un apport. On a fait le nécessaire, j'ai eu de l'aide de la famille, tout ce que vous voulez, ok. Ensuite, quand j'ai racheté la deuxième licence de Mareuil-sur-Arnon, bon, ma banque actuelle, elle n'a pas voulu me suivre parce que j'avais pas d'apport, j'ai trouvé ça complètement idiot de leur part, enfin bref. Et la banque CIC ont bien voulu me faire un prêt sans apport parce que eux, ils considéraient que je suis déjà, bien entendu, dans le domaine, je connaissais l'activité, je savais gérer une entreprise, et je connaissais, voilà, je connaissais le monde de taxi. Par contre, je sais que j'aurais été un débutant. Ce serait ma première licence avec la banque CIC. Ils ne m'ont pas suivi non plus. Il aurait fallu avoir un apport. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il faut impérativement avoir un apport. Et si vous connaissez le prix de la licence, mettez-vous en tête qu'il faut essayer de trouver, enfin, avoir 15-20% du prix de la licence en apport. Donc voilà, donc il faut vous renseigner auprès de votre futur comptable, des associations qu'il y a autour de chez vous pour avoir des prêts d'honneur, ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Ouais. Il faut se renseigner et voir avec votre banque. Enfin, voilà, il faut se renseigner. Comment on applique un supplément bagage, poids, taille? Alors, c'est un peu compliqué parce que tout dépend de la convention, enfin, tout dépend de vos tarifs, tout dépend de la négociation qu'il y a eu entre, bon, en général, c'est les préfectures ou mairies, entre eux et puis les syndicats. Alors, ça dépend. Alors, vous pouvez très bien appliquer un bagage quand il dépasse un certain poids. Si le bagage il dépasse 5 kg, vous pouvez compter le bagage. S'il dépasse un certain volume, vous pouvez compter le bagage. Il y a ça. Et on n'est pas forcément obligé de l'appliquer non plus. Ça, c'est en bon vouloir du taxi. Si le chauffeur de taxi veut appliquer un supplément de bagage, il a le droit, du moment que, comme je viens de vous dire, ça dépasse un certain poids, un certain volume. Ça, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas une obligation. Moi, je vous avouerai que je ne n'applique quasiment jamais de supplément. Voilà. J'ai envie de dire, c'est un petit cadeau que je fais à chaque fois. C'est rare que j'en fais en plus, donc voilà. Par contre, si le client, si c'est un petit bagage et qu'il le met à côté de lui à l'arrière de la voiture, vous n'avez pas le droit de l'appliquer, le supplément. Le supplément ne s'applique que dès l'instant que le bagage est dans votre coffre. Et si ça dépasse un poids, si ça dépasse un volume. Mais ça, après, ça dépend des tarifs de chaque département. Ça, voilà. Vaut-il mieux être taxi ou VTC? Celle-là me fait rire, cette question-là, parce que on me demande s'il vaut mieux être chauffeur de taxi ou VTC. On demande ça à un chauffeur de taxi. C'est logique qu'un chauffeur de taxi va vous répondre, il faut être chauffeur de taxi. D'accord? Alors, je n'ai pas envie de faire de débat ni quoi que ce soit. Si je suis contre ou pour les VTC, bien entendu, je suis contre les VTC. Après, je n'ai rien contre les chauffeurs VTC parce qu'ils sautent sur l'occasion, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de s'installer en tant que chauffeur de taxi. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de machin. Enfin, voilà, il y a plein de trucs, d'accord? Après, je peux comprendre les chauffeurs. Ils sautent sur l'occasion. Par contre, après, voilà, le métier de VTC, je suis totalement contre. Parce qu'en fait, c'est du taxi, mais avec un barème beaucoup différent. Mais bon, apparemment, le métier de VTC change beaucoup et ça tourne au vinaigre
pour le VTC. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer aux questions, on va dire assez importantes, parce que c'est quelqu'un qui passe ses examens. Et il y a des questions qui sont très intéressantes. Alors, je vais vous lire. Là, j'ai fait un copier-coller qui m'a marqué. Alors, pour ton premier client du matin, si tu pars de chez toi et non de la station, comment factures-tu le trajet d'approche? Si aller à la station te fait un détour, il n'est pas intéressant pour le client que tu passes par elle et puis toi, ça te ferait perdre du temps. A-t-on le droit donc de facturer un trajet d'approche à partir de son domicile? Alors, le tarif d'approche, c'est du point de stationnement. Je donne toujours comme exemple Bourges. Bourges, notre point de stationnement, c'est à la gare de Bourges. On applique un tarif d'approche à partir de la gare de Bourges jusqu'au lieu de prise en charge. Après, si moi, mon domicile est totalement ailleurs par rapport à la zone de stationnement, ça, c'est mon problème. Si je n'applique pas des tarifs d'approche, je ne vais pas dire que je suis perdant, mais si je suis proche du client, voilà. Après, je peux très bien mettre un petit supplément, mais qui est largement inférieur au tarif d'approche en partant de la gare de Bourges jusqu'au lieu de prise en charge. Mais sinon, si vous êtes complètement à l'opposé ou tout ce que vous voulez, non, on n'applique pas un tarif d'approche à partir de son domicile. Non, ça c'est interdit. Complètement interdit. Ça, c'est, on va dire, c'est notre problème si on n'habite pas dans la même ville que notre point de stationnement de taxi, en fait. Ça, c'est notre problème. D'accord? Moi, j'habite pas dans la ville où j'ai ma licence de taxi. Et si un client m'appelle, bah voilà, c'est pour ma pomme. Et puis j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas forcément perdant. Parce que bah, vous êtes peut-être plus proche, pas plus proche, enfin voilà. Mais sinon, non, on n'a pas le droit d'appliquer un tarif d'approche à partir de son domicile. Il faut que ce soit à partir du point de stationnement du cocher le client. Après, c'est à vous de réfléchir si vous pouvez arriver à appliquer le tarif d'approche si vous n'êtes pas en station. Ça, après, c'est assez compliqué à expliquer comme ça, en fait. Il faut que la personne monte avec moi et que je lui explique sur la route. Parce que verbalement, comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà. Ensuite, sa deuxième question, on m'en a posé 3 ou 4 fois. Si tu fais un trajet avec un client en tarif C et que l'arrivée est dans ta zone de stationnement, tu es censé revenir à la station à vide. Normal. Donc j'explique. Je charge à la gare. Le client veut aller à la mairie de Bourges. Donc, de la gare de Bourges jusqu'à la mairie de Bourges, tout en C. Je le dépose, il paye. Le compteur se remet à 0. Mais si un nouveau client te hèle dans la rue et qui souhaite aller dans la direction de la station, as-tu le droit de le charger? Bien entendu. Dès l'instant que c'est dans ma ville de stationnement. D'accord? Donc, il y a le point de stationnement, donc la gare de Bourges, mais qui est dans Bourges. Donc, je charge à la gare, je dépose à la mairie, je mets le compteur à 0 et je commence à repartir. Un client me fait signe, j'ai le droit de recharger le client et de l'emmener à la station. En fait, mon trajet, je vais gagner 2 fois. En fait, sur un trajet, je vais gagner 2 fois le même tarif. Ça vaut le coup. Alors attention, le premier client, on ne l'a pas volé, on l'a fait le trajet, il a payé sa course. Le deuxième client, le hasard fait qu'il m'appelle, enfin qu'il me fasse signe et que je l'emmène, je crache, et que je l'emmène à la gare de Bourges, ben, il n'est pas censé savoir déjà que j'ai fait un trajet juste avant, et voilà, et je ne le vole pas non plus. Exceptionnellement, je gagne, en fait, je suis gagnant. Voilà, car dans ce cas, c'est comme si tu avais facturé 2 fois le même trajet. Une fois le premier client en C et une fois le second, soit en A ou en C. Non, en C, bien entendu, comme on fait un retour en C. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais ouais, non, on fait bien un trajet en C. C'est comme si je partais, le point de stationnement est à la mairie, vous l'emmenez à la gare, en C, vous déposez le client et vous revenez à vide à la mairie parce que le point de stationnement est à la mairie, par exemple. Ça peut être faisable aussi. Mais non, c'est bien en C. Mais ce serait idiot de repartir à vide alors qu'un client a besoin de toi. Quel est le droit dans ce cas-là? Bah, comme je viens d'expliquer. Donc, on a droit, j'explique, hein, gare de Bourges, je charge, je l'emmène à la mairie, je le dépose en tarif C, il règle la course. Je commence à repartir et là, le hasard fait qu'on me fasse signe. Il veut aller où? À la gare. Très bien, parfait. J'y vais justement. Hop, je me remets en tarif C et je fais le trajet. Voilà. Et le premier client, il a payé le tarif normal. Et le deuxième client, le hasard fait que je le ramène à la gare. Il paye le tarif normal. Voilà. Après, je vais modifier un peu sa question. On imagine que je recharge à la mairie, mais je vais beaucoup plus loin
que mon trajet. En fait, comme j'explique souvent, la gare, la mairie, donc j'ai chargé, je vais à la mairie, je le dépose, et là je recharge à la mairie, mais je vais aller continuer par là. Et bah, il n'y aura pas de tarif d'approche, mais ce n'est pas grave, puisque vous venez de faire un client juste avant. Donc en fait, votre tarif d'approche, il est déjà payé par le précédent client. Des fois, c'est tordu, hein, mais bon, une fois qu'on est dedans, on y arrive. Donc voilà. Ensuite, la dernière question. Comment faire si la destination qui nous est imposée nous oblige à nous arrêter dans une rue très très fréquentée sans possibilité de stationnement? Cela ressemble à un piège. Ah oui, c'est pour le jour d'un examen par exemple. Cela ressemble à un piège, mais cela est bien possible. Comment arrêter la voiture au plus près de l'adresse de destination sans bloquer toute la circulation? Faut-il chercher une vraie place pour déposer les clients? Au moins pour le jour de l'examen, même si on sait que dans la vraie vie, ça ne se passera pas comme ça. Malheureusement, dans la vraie vie, ça peut se passer comme ça. Il faut savoir que le chauffeur de taxi, avec sa licence, alors je ne me rappelle plus le texte exact, si j'y pense, je vous mettrai l'intitulé exact, mais un chauffeur de taxi, il a droit, alors non pas stationner, mais il a droit de s'arrêter le temps de déposer ou de charger un client. Même si c'est une rue fréquentée, pas fréquentée, mais si c'est une rue en sens unique, par exemple, même s'il y a du monde derrière lui, il a le droit. Il s'arrête, on fait signe aux voitures de derrière nous, bah, excusez-nous, je vais charger, j'en ai pour 1 à 2 minutes, hein, le temps que le client il monte dans la voiture, qu'on mette les bagages dans le coffre et tout. Mais voilà, après, c'est ce qu'on appelle du civilité. Il faut que les gens de derrière comprennent qu'on est là pour travailler, que nous avons le droit de le faire, d'ailleurs, qu'on a le droit de s'arrêter le temps de charger ou décharger et qu'on continue notre route. Même si malheureusement ça peut bloquer un petit peu la circulation, mais c'est comme ça. Il y a des situations dans les rues où on ne peut pas faire autrement. Après, je dis pas si 20, 30 mètres plus loin, il y a une petite place de parking. Oui, voilà. Faut aussi être intelligent. Moi, ça peut m'arriver quand je charge quelqu'un et que la rue elle est pas très large et qu'on peut pas me doubler ou me dépasser ou autre. Si je vois que pas très loin, 20-30 mètres plus loin, il y a une place, ben, je vais me mettre là et puis je vais chercher le client, puis voilà. On peut faire ça. Mais si on n'a vraiment pas le choix, on peut s'arrêter le temps de charger ou décharger les clients. Donc voilà. Et ça, c'est des questions les 3 dernières questions, c'est la même personne, Charlie, qui me posait ces questions-là, parce qu'il va bientôt passer ses examens. Et voilà, il s'interroge et il a bien tout à fait raison. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est le deuxième que je fais. Bien entendu, au fur et à mesure que je reçois des questions, je note tout d'un côté et après, quand j'en ai une petite quinzaine comme là, je vous fais une vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça répondra à certaines questions pour certaines personnes. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.